Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Sans compromis avec Julie. Aujourd'hui, on sort un peu de l'immobilier. C'est un sujet qui me touche beaucoup personnellement et j'avais envie de faire une entrevue en toute honnêteté, en simplicité, en transparence avec une femme d'affaires pour ce dernier épisode. Et oui, c'est déjà la fin. Alors, mon invité, c'est Manon Goudreau. Et Manon, elle a étudié, c'est une femme d'affaires que j'admire, puis on a eu l'occasion de se rencontrer dans un événement superbe qui était notre 25e anniversaire chez Sutton. Et Manon, tu as étudié en marketing au HEC, tu as travaillé pour la Commission des transports métropolitaines, qui est maintenant EXO. Tu as travaillé chez Saputo, puis en 2010, tu décides de faire le saut puis de partir ton entreprise Dada Communication. Oui. Donc, là, tu me vois venir avec le sujet, c'est, Manon, premièrement, explique-moi un peu ton cheminement, qu'est-ce que faisait Dada, puis félicitations pour la vente de ton entreprise, puis quel a été le déclencheur de cette décision-là? Oh là là! Donc, c'est un podcast de 3 heures. On a juste 20 minutes apparemment, mais on peut aller manger après. Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Moi, j'ai décidé de sauter en bungee, les 2 pieds attachés dans le vide il y a presque 15 ans quand j'ai fondé mon entreprise. Puis, tu sais, Julie, j'avais ce désir entrepreneurial-là depuis toujours. Quand j'étais petite, j'avais une compagnie qui s'appelait Bracelet Manon Goudreau. Je pense que j'avais 14 ans. Puis mes amis dépensaient leurs sous pour acheter des bonbons, puis moi, je m'achetais des fils pour faire des bracelets, puis du papier carbone pour faire des factures. Donc, ça partait déjà de très loin. Fait que j'avais envie de faire une différence, de créer de gérer ma propre destinée. Et donc, j'ai trouvé le nom de Dada dans le dictionnaire. Puis j'ai commencé toute seule dans ma cuisine. À partir de zéro, tu sais ce que c'est, toi aussi, hein? D'ailleurs, on a quelque chose en commun parce que moi aussi, je t'avais raconté qu'à partir de l'âge de 14 ans, je savais que je serais entrepreneur. Je ne savais pas comment, mais... Et là, tu es partie toute seule dans ta cuisine? J'ai démarré l'entreprise toute seule dans ma cuisine, donc une agence de communication marketing. C'est l'expertise que j'avais. Et jusqu'à il y a 8 ans, je me suis trouvée une associée parce que souvent, comme entrepreneur, on est seul au sommet. On se sent seul, puis on a besoin de collaboration, puis de partager certaines choses. Donc, je me suis trouvée une associée et récemment, cet associé-là et une employée de l'entreprise ont fait l'acquisition de l'entreprise parce que, pour être vraiment transparente, je sentais le besoin depuis le début de l'année de prendre quelques pas de recul pour mieux me propulser. En d'autres mots, j'avais un petit peu moins le feu sacré que je pouvais l'avoir dans le passé, puis ça me ressemble pas. Non, pas la personne que je connais. Tu es ça. tellement inspirante, pétillante, toujours pleine d'énergie. Alors, je comprends un peu mieux ton désir peut-être de te départir de ton entreprise. Puis, ça m'amène à te poser une question parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, on glorifie l'entrepreneuriat et on sait que dans les médias actuellement, on parle beaucoup de charge mentale, de maladie mentale. D'ailleurs, il y a Nicolas Duvernois qui a fait une sortie dernièrement très touchante parce que moi, j'ai eu le plaisir d'être sur le stage avec lui il y a 2 ou 3 ans et sa conjointe. Et puis, c'est quelqu'un de très inspirant. Puis là, tout d'un coup, il le dit, il fallait qu'il prenne une pause. Comment tu vois ça au niveau de l'entrepreneuriat, toute cette gloire-là? Puis c'est quoi la réalité derrière le fait d'être son propre patron? Je pense que la pandémie a changé beaucoup de choses pour les entrepreneurs. Du moins, je vais parler pour moi. Ça a été une période difficile personnellement pour tous les humains que nous sommes, mais comme entrepreneur, comme leader, c'est aussi le souhait de faire ou la volonté de faire comme si rien se passait, comme si tout était beau, alors qu'on vivait quelque chose de très, très difficile. Donc, moi, ça a été un moment charnière
Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, Dominique Gagnon, qui a écrit un livre récemment justement sur la fatigue de Connect and Go. Il y a également Judith Fetzer de chez Cookit qui a fait une sortie il y a quelques mois. Bien sûr, c'est à la suite de difficultés financières, mais il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui n'osaient pas parler et qui tout à coup sortent publiquement pour parler de cette fatigue-là et de l'importance de faire des pauses professionnelles. Bill Gates fait des retraites de lecture à tous les mois, une semaine, puis il part avec ses piles de livres pour réfléchir. Je ne savais pas ça. C'est intéressant. Il fait ses retraites, puis il part avec ses livres. Il faut dire qu'il a une capacité de lecture. Je pense qu'il est capable de lire 2 livres par jour, là. Je dis ça, je dis rien, là, mais... Donc, comment se fait-il au Québec? On a souvent glorifié les entrepreneurs, mais on n'a pas parlé de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur, puis il n'y a pas tant de ressources non plus pour ça. Et souvent, moi je le sais, je vis dans ça, on a peur de passer pour être faible. On a beaucoup parlé dernièrement d'être humain, d'être empathique, puis de montrer nos faiblesses, mais c'est pas si bien perçu que ça, à moins que tu me dises le contraire, de montrer ses faiblesses. On est supposé d'être comme des machines qui fonctionnent tout le temps, et d'ailleurs, à la limite, je pense qu'on se glorifie quand quelqu'un dit « Ah, je sais pas comment tu fais pour faire tout ça », puis en dedans, il y a la petite bébite qui dit « Moi non plus ». Oui. Mais au fil des dernières années, j'ai participé à différents groupes de la Maison des leaders de Rémi Tremblay. Puis Rémi Tremblay, ce dont il parle, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». Donc, oui, je l'ai lu il y a très longtemps. Qui est le contraire de tout ce monde de performance dans lequel on vit. On est en train de dire qu'il faut ralentir. Et j'ai fait plusieurs retraites avec la Maison des leaders, puis ça a été... super révélateur de l'importance de la vulnérabilité, même chez les leaders. D'être capable de nommer ses émotions pour avoir plus d'impact. Je pense qu'on réussit à avoir plus d'impact chez les gens, puis à accueillir davantage les émotions des gens quand on est capable, comme leader, comme entrepreneur, comme femme, homme d'affaires, de faire la même chose. On parle, tu viens de m'amener sur femme, homme d'affaires. Oui. Est-ce que pour toi, il y a une différence dans le monde des affaires pour une femme d'affaires et un homme d'affaires? Si je parle, exemple, on parle de vie professionnelle puis de vie personnelle avec les enfants et tout, mais je vais aller plus loin que ça. On parle de plafond de verre, etc. Est-ce que tu l'as senti, la différence? Est-ce que tu la vois ou pour toi, ça a été comme des fois, on se fait croire, ben non, ça n'existe pas? Ah non, je pense pas que ça n'existe pas. Je pense pas que ça n'existe pas. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est extraordinaire, la mobilisation au féminin qui s'est fait dans les dernières années. Des groupes comme Axelia Capital, donc Annick Charbonneau, qui finance maintenant des entreprises au féminin. Première en affaires, qui a maintenant son palmarès des entreprises au féminin. Evol, le réseau des femmes d'affaires du Québec. Il y a plein de réseaux maintenant qui s'orchestrent, ou bien pour du financement, ou bien pour de la croissance, ou bien pour de la collaboration. Donc, il y a une espèce d'écosystème qui s'est bâti et qui évolue de plus en plus, mais qui est absolument nécessaire. Parce qu'il y a des difficultés qui sont différentes. Comme quoi, Manon? Qu'est-ce que tu nommerais, mettons, si tu m'en nommes 1 ou 2 ou 3 différences quand on est une femme d'affaires et un homme d'affaires? La conciliation travail-famille. Je dirais que c'est la première. Parce que je gère le pâté chinois à la maison, mais je gère aussi les études de... Le pâté chinois au bureau. Le pâté chinois au bureau, puis les linges à vaisselle qu'il faut ramener du bureau. Oui, yes, tape là-dedans. Non, mais moi aussi. Non, mais c'est ça, les linges à vaisselle du bureau, mais le pâté chinois, puis les études du petit dernier qui a des difficultés scolaires, puis les rendez-vous chez le dentiste, puis les rendez-vous chez... Fait que cette espèce de conciliation travail-famille-là, c'est une charge qui, à mon sens, est au féminin, qui devrait de plus en plus être partagée, mais souvent, c'est une charge qui appartient à la femme. Là, j'oserais
te poser la question, mais il faut être très court sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est un peu la faute des femmes si ça reste une charge féminine? Parce que je vois beaucoup de papas, quand je m'en viens le matin, qui sont, tu sais, qui s'en vont à la garderie avec la poussette, le jeune bébé, etc. Ce qu'on ne voyait pas dans mon temps, puis là, tu es plus jeune que moi, mais ce qu'on ne voyait pas nécessairement non plus au moment où tu as eu tes enfants. Et je me pose souvent la question. Je pense qu'on est capable de délégation au bureau, donc on devrait être capable de délégation ailleurs. Mais quand même, je pense que la charge mentale demeure quand même. Est-ce que tu penses qu'on élève nos filles ou on leur montre assez bien le chemin pour devenir entrepreneur ou on les tient un peu dans un cocon? Ah, ça, Julie, c'est tellement une piste. Les écoles, à l'heure actuelle, doivent travailler sur l'entrepreneuriat parce que ça ne fait pas partie et on doit le faire que ce soit pour les filles ou pour les garçons, mais on ne valorise pas à l'école l'entrepreneuriat, du moins trop peu. On fait la promotion des professions libérales, de toutes ces professions qui existaient déjà il y a 30 ans, alors que les nouvelles jobs, elles n'existent pas à l'heure actuelle. Il faut les inventer. Il faut les inventer, puis ça, on en parle trop peu. J'ai fait partie du conseil d'administration. J'ai eu le privilège d'être présidente du conseil d'administration de la Fondation du Collège du Rocher à Saint-Lambert. Et ils ont développé un nouvel écosystème où, notamment, ils souhaitent mettre de l'avant l'entrepreneuriat. Et il s'en prend d'autres. Je sais qu'au Collège Sainte-Anne à Montréal, il y a ça aussi. Donc, il y a même chose que pour le réseau des femmes d'affaires. Il y a un écosystème autour de l'entrepreneuriat qui est en train de se développer. Mais il faut mousser ça fois 1000. C'est intéressant parce que tu as dit tantôt, j'étais déjà entrepreneur quand j'étais toute petite. Moi, j'ai un associé qui aujourd'hui est avocat, mais quand il était jeune, lui aussi, il vendait toutes sortes de choses à l'âge de 6 ans, 7 ans. Bon, moi, je n'avais pas ce talent, mais je savais que je voulais être entrepreneur, que j'avais ça en dedans de moi. Et je me demande si on n'a pas le devoir de regarder aller nos enfants parce que souvent, c'est dans leurs gestes au quotidien. Je donne comme exemple, j'ai un petit-fils, lui, qui fait du montage de films depuis que l'âge de 8 ans. Et puis, il fait tout, là. Tu sais, le début, après ça, j'oublie toujours à la fin, là, pas le synopsis, mais en tout cas, il fait ses dessins, sa musique. Puis quand je regarde ça, je me dis, les jeunes, ils ont un talent. Ouais. Ils ont tous un talent, là, qui soit différent un de l'autre. Puis des fois, on traite les jeunes de TDAH, mais il faudrait peut-être regarder ce qu'ils ont. On a un devoir comme parents ou comme grands-parents, je pense, de regarder comment on peut les inciter à devenir entrepreneurs. Oui, absolument. Absolument. Puis, tranche de vie, j'ai 2 garçons. J'en ai un qui a 17 ans. Puis, Will, il y a quelques années, il y a 4 ans, il tondait des gazons. Il en tondait 2 pour commencer. Puis là, maintenant, il s'est parti sa petite business. Puis là, il veut s'acheter un pick-up. Mais c'est pas à l'école c'est pas à l'école qui a appris ça. Puis c'est parce qu'il y a une maman puis un papa qui ont décidé de l'encourager là-dedans. Outre ça, sinon, il y aurait un parcours scolaire type, puis il voudrait être avocat ou être... donc, je pense qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité de valoriser l'entrepreneuriat. On le fait beaucoup, on le fait à l'École d'entrepreneurship de Beauce, on le fait dans des grandes institutions pour des adultes, mais pour les jeunes, on le fait trop peu. Puis pourtant, les solutions aux emplois de demain se trouvent notamment là, parce que les emplois de demain n'existent pas encore. Oui. Ça, c'est intéressant, puis en même temps, tu te creuses la tête pour savoir c'est quoi. Manon, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu as parti ton entreprise? Puis en même temps, qu'est-ce qui t'a étonné ou t'a surprise le plus? Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est de trouver les bonnes personnes. Souvent, on valorise l'expertise, le savoir-faire. Mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est le savoir-être. Oui. Puis la conscience sociale aussi. Parce que la créativité, l'innovation, la collaboration, ça n'est pas de l'expertise, ça naît du savoir-être. Ça naît de la capacité des humains à se mettre ensemble,
à trouver des idées. Donc, ça naît du savoir-être. Fait que je pense qu'un des éléments, un de mes apprentissages les plus importants, c'est ça. C'est l'importance du savoir-être, puis de trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'entourer. J'ai eu le privilège, moi et mon équipe d'ailleurs, de travailler avec vous comme équipe, puis on sentait que tu étais bien entourée. Peut-être de l'intérieur, c'était autre chose, mais de l'extérieur, puis que tu faisais beaucoup confiance. Donc ça, je pense que c'est important aussi parce que oui, on peut avoir les bonnes personnes, il faut apprendre à leur faire confiance, ce qui n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui t'a déçu ou à quoi tu t'attendais pas? Je vais donner un constat par rapport à moi-même. Je trouve que comme femme d'affaires puis comme entrepreneur, souvent, on a un instinct. On l'a, l'instinct. Puis des fois, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce qu'on veut faire vite, hein? Puis on veut être dans la performance, dans l'efficacité. Un de mes apprentissages, c'est de réussir à faire de l'espace pour avoir une capacité de présence. C'est-à-dire, des fois... Une présence mentale? Oui. Parce que pour que notre instinct soit là, pour qu'il soit vif, puis pour que ce soit vrai, il faut qu'on ait une capacité de présence. Donc, il faut être capable de prendre parfois du recul, puis pas être dans la livraison de tout de suite. Puis ça, des fois, je pense que j'étais moins présente parce que je me suis moins donné l'espace. OK. Puis ça, c'est important. Oui. Super intéressant, Manon. Écoute, pour vrai, on pourra en parler. Tu me dis 3 jours. 3 heures. 3 heures. OK, j'avais compris 3 jours. Mais on je peut pense en parler 3 jours on peut en aussi, parler si de tu veux, 3 là. jours, effectivement. Qu'est-ce qui attend Manon Goudreau pour la suite? Est-ce que tu es encore dans cette pause où tu avais déjà commencé, où tu es déjà en réflexion de quelle sera la suite? Et puis là, je suis curieuse. Là, en fait, je prends des cafés, Julie. Des cafés. Je prends des cafés. Ben, je bois pas de café, fait que je bois de l'eau, là, mais les autres prennent des cafés. Je suis dans une période où je fais ce que j'ai appelé... j'ai parlé avec un de mes amis au début du mois d'octobre, puis il m'a dit, moi, j'ai appelé ça les 30 cafés. Je dis, est-ce que je peux voler ton concept? Moi, je fais 90 jours, 30 cafés. Fait que je rencontre des gens. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. J'en ai aucune idée. Je suis en pause jusqu'en janvier. J'ai quand même quelques idées qui mijotent ici, mais rien qui peut être déposé maintenant parce que au fil des rencontres, Ça se transforme. Oui, c'est beau. Écoute, quand je te regarde avec les yeux brillants, l'énergie, j'ai comme tellement hâte en janvier. Et puis si c'est en février, ça sera en février, mais qu'on voit qu'est-ce qui va arriver avec Manon Goudreau parce que tu es une personne intéressante et tu nous as poussé à faire beaucoup de choses que peut-être en tant qu'entrepreneur féminine, j'aurais pas osé faire. Des fois, on ne sait pas, on influence les gens sans le savoir, mais pour moi, tu es une vraie leader, puis tu es un modèle. Puis je te remercie d'avoir cette transparence avec moi. Écoute, tu t'es livré comme... on a dit en début, avant, je pense d'être en ondes aussi, que tu viens de convoler en juste noces. Très intéressant. Ça donne espoir dans tout un peu. Et puis, j'ai bien hâte de te revoir pour la suite. Et si je te demandais un petit conseil à ceux qui voudraient se lancer en affaires aujourd'hui, ce serait quoi le premier conseil? Être bien accompagné. Tu parles de mentor ou tu parles de gens autour? Foncer. Puis 2, être bien, avoir un entourage. Avoir un entourage à qui on peut poser des questions, où on peut se faire challenger, être bien accompagné. Parfait. J'espère que nos auditeurs vont prendre ce conseil parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui débutent chaque année, mais très peu qui persistent et qui réussissent. Puis là, on pourrait entrer dans tout l'aspect politique, financier, fiscal, etc. Et là, Manon, j'ai toujours une petite question surprise pour mes invités. Et la tienne, elle était très difficile à trouver. OK. Mais tu m'as un peu aiguillée sur une piste. Manon Goudreau, si elle s'était pas lancée en marketing, en communication, ça aurait été quoi le plan B? J'aurais travaillé dans une organisation sociale. Oui? Pourquoi? Pour avoir de l'impact. Pour avoir un impact positif, pour changer les choses. En affaires,
on réussit à changer les choses. On change. Moi, en communication marketing, j'ai l'impression d'avoir eu un impact avec mon équipe sur les affaires des clients. Mais avoir un impact social, c'est une autre chose. J'aurais fait ça. Oui, c'est drôle, tu l'as dit d'entrée de jeu, impact, tu l'as répété, donc c'est vraiment pour toi quelque chose d'important. Ah oui. Maintenant, je veux te remercier pour ton honnêteté, ce que tu nous inspires, ta transparence, t'es volontaire. C'est ça qui est agréable avec toi. Alors, je vais te dire merci. Puis à nos auditeurs, eh bien, c'était le dernier épisode pour cette série de podcasts. Alors, évidemment, je vous invite à partager avec vos réseaux. Allez nous écouter, réécouter sur Apple Podcasts, Spotify, parce que autant de fois que vous allez nous écouter, on ne sait jamais ce qui peut arriver pour la suite. Merci. C'est un honneur pour moi de faire, dans le fond, ce partage de connaissances, partage avec mes invités, puis surtout de savoir que vous avez envie de m'écouter. À la prochaine, peut-être. Bye! Merci, Julie.